Il y a des personnes qui n'ont pas leur casque, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Il faut mettre le casque, monsieur. Vous voulez pas? Vous m'entendez à côté? Très bien. Bonjour, je suis Virielle Dery, je suis la directrice du CIPCA, du Salon de l'immobilier bas carbone. Merci à toutes et tous d'être présents sur cette première session, ce premier lancement, qui est un succès, je dois le dire, et un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur. Finalement, on parle d'immobilier, de construction, de sujets, de solutions. Et tout ce qu'on fait, toutes les réalisations exemplaires qu'on vous présente sur ce salon, sur cet événement, sont dédiées à l'utilisateur, sont dédiés à l'habitant, à celui qui va occuper les lieux demain. Il y a un sujet qui est important et c'est les raisons du choix aussi de nos speakers aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite, dans quelques secondes. C'est le logement bas carbone abordable. Voilà, on se dit toujours et on entend dire que c'est cher. Que le logement en bois, c'est cher, tout est voilà. Et on a découvert, alors il y a plein d'exposants et de promoteurs, de constructeurs extrêmement talentueux présents sur ce salon, mais 3 pépites en tout cas, voilà que j'avais nos 3 coups de cœur. Alors je vais commencer honneur aux dames par GA. Smart Building, Sophie Menet, et la nouvelle marque que vous nous avez fait l'honneur aussi de lancer sur ce salon. On la dévoile, elle s'appelle Rouge. Sophie, vous êtes la directrice générale de Rouge, donc lancement officiel hier avec une conférence de presse. Vous allez nous présenter un peu plus en détail ce que vous faites et comment est-ce que vous concevez les logements aujourd'hui. Dans quelle mesure vous êtes aujourd'hui capable de proposer des logements, du logement abordable. Hervé Demeure, vous êtes directeur général, gérant de Continental Foncier. Continental Foncier qui est actif, on va dire géographiquement en tout cas, qui est présent sur une zone géographique voilà, où les preuves sont faites aujourd'hui. Vous avez énormément de demandes et vous vous développez. Et Marc Oppenheim, merci Marc Oppenheim d'être avec nous. Marc Oppenheim, vous êtes directeur général du Crédit Agricole Immobilier. Donc merci beaucoup d'être présent et de partager votre expérience et d'inspirer voilà, tous nos participants et le public présent dans cette salle. Sophie Menet, honneur aux dames. On va commencer par vous. Donc, Rouge, c'est une nouvelle marque, une marque logement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les solutions? Quelle est votre réflexion pour pouvoir fournir et proposer un logement abordable? On a des élus dans la salle. C'est important d'avoir voilà, votre point de vue et de partager avec vous votre expérience. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi je travaille chez GA Immobilier Résidentiel. On vient de lancer une marque qui s'appelle la marque Rouge avec un positionnement très particulier qui correspond aussi à l'ADN du groupe, qui est de construire du logement en accession à la propriété en construction hors site et bas carbone. Donc qu'est-ce que ça veut dire le hors site? C'est le principe de concevoir un immeuble à l'aide d'outils informatiques tels que le BIM, et on va même sur le full BIM, hein, on travaille vraiment des vrais avatars numériques. Ensuite, de fabriquer l'ensemble des composants de l'immeuble dans nos usines, puisqu'on a 8 usines sur l'ensemble du territoire français. Des usines historiques qui font de la préfabrication béton, avec tout un développement de béton bas carbone aujourd'hui. Des usines d'ossature bois, avec un des leaders dont on est propriétaire qui s'appelle Ossabois, donc avec 2 usines sur le territoire. Et ensuite, une capacité également de production dans nos usines de tout ce qui va être éléments de menuiserie et de confort thermique et visuel dans le logement. Donc, en quoi tu veux déjà que je parle en quoi ça répond On parle de solutions pour toi, le bas carbone ouais, et le coût. Le coût, exactement. Non, mais allons droit au but. C'est ça ce qui vous intéresse, allons c'est droit au but, bas carbone voilà, et coût. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'apporte le hors-site? Je pense que d'une façon générale, vous en avez entendu parler. Hein, c'est ce qu'on appelait la préfabrication il y a longtemps.
Ça nous permet de gagner à peu près 50% sur les délais de construction. Donc quand on parle de gagner du temps, je pense qu'il y a encore quelques années, on se serait dit le temps c'est pas de l'argent, mais avec la hausse des taux de l'immobilier et autres, le temps redevient de l'argent dans le monde immobilier. Donc c'est un premier élément qui pour moi me semble indispensable et structurant dans l'offre qu'on va adresser au grand public. Le deuxième élément, effectivement, c'est l'élément bas carbone. Aujourd'hui, on arrive à produire, grâce à ces méthodologies constructives, des projets logements qui répondent aux attentes de la RE 2030. Donc, si je remonte un peu le cycle à la fois de production du logement et de livraison, ça veut dire que dès 2024, on sera en capacité de livrer des logements conformes à la RE 2030, donc qui pour une fois auront 5 ou 6 années d'avance sur les réglementations. En termes de coûts, Feriel, donc quand on parle de hors-site, on parle de 2 méthodologies constructives, on parle de 2D et de 3D. Le 2D, c'est le principe de... Il y a des trucs qui passent derrière, Ouais, c'est ça? Non. Le 2D, c'est le principe de construire dans des usines des planchers et des murs. Donc soit ces planchers et ces murs qui sont fabriqués en usine, on les déplace sur le chantier, on les assemble, donc il y a un gros gain sur la partie gros œuvre, mais après on réalise encore les corps d'état sur site. Et on peut aussi faire de la 3D, donc je vous invite à venir sur notre stand pour comprendre la différence entre les deux. Et dans ce cas-là, c'est le plancher et les murs sont assemblés dans les usines et l'intégralité des corps d'état techniques et architecturaux sont fabriqués dans les usines et c'est la boîte qu'on déplace et qui va devenir un élément structurel qui va fabriquer l'immeuble qu'on va construire. Alors si je parle de coût, parce que c'est ce qui nous intéresse, aujourd'hui avec les connaissances et les contraintes environnementales qu'on a, je peux dire que quand on construit 100% en 2 dimensions, on est à un prix équivalent à du béton traditionnel coulé en place. Quand on va sur de la 3D, on est encore à un coût supérieur de l'ordre d'une petite dizaine de pourcents. Mais que je compte bien avec le déploiement de rouge limité, puisque je pense que vous allez assez vite comprendre le principe d'industrialiser. Le principe d'industrialiser, c'est de répéter plusieurs fois le même ouvrage. Et à partir du moment où on sera en capacité de réaliser plusieurs fois la même pièce, la même salle de bain, le même élément qui s'appelle un module, on sera donc en capacité d'en réduire le coût et donc du coup de devenir vraiment compétitif. Donc moi, pour finir, parce que je crois qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps. Non, c'est pas grave, mais si on doit résumer, si je dois résumer, je fais partie des gens qui sont intimement convaincus que l'industrialisation, c'est un passage obligatoire aujourd'hui par rapport aux nouveaux objectifs qui nous sont fixés par la RE 2020, que ça nous permet aussi de reparler à nos élus de nouvelles méthodologies de construire et des méthodologies qui sont plus propres, qui vont plus vite, qui ennuient beaucoup moins les gens et qu'il est grand temps qu'on se rende tous compte, les promoteurs, qu'il faut changer nos méthodologies constructives et c'est maintenant parce qu'on est dans une urgence sociale, parce qu'on ne produit plus assez de logements et on est dans une urgence environnementale parce que quand je vois qu'on livre encore aujourd'hui des opérations qui sont RT 2012, et ben, si on ne prend pas la mesure tout de suite, dans 10 ans, on livrera tout juste de la RE 2020. Donc voilà. C'est l'objectif du CIPCA. Et c'est pas plus cher. Voilà. Ça nécessite surtout de la matière grise, un travail de conception de façon beaucoup plus accrue que ce qui est fait avant. Merci Sophie. Hervé demeure et ensuite ce sera tout de suite à vous Marc Oppenheim. Hervé demeure alors, pardon, non, mais tout c'est mes slides maintenant. Ils m'ont tout mélangé, je suis vraiment désolée, tout a été mélangé, mais c'est voilà. pas grave. Non, mais c'est pas grave, voilà. Donc on a en image, mais on repassera en image parce que je pense qu'on va avancer, on va pas mal avancer. Je sais pas ce qu'ils font en fait, ils m'ont donné une télécommande, ça fait rien, voilà, là on est chez GA en effet, sur l'assemblage des modules 3D, on a un peu de temps. Voilà, une approche qualitative. Et puis surtout, je vous invite à aller sur le stand. Quel est le numéro de stand? Je ne vais pas commenter ça parce que je vais prendre trop de temps. Non, mais je le repasse en image. On regardera si on a un petit peu de temps tout à l'heure. S'il y a besoin, si tu le veux bien, Sophie. Voilà. Pardon, tout a été mélangé.
voilà, c'était rouge la marque. Mais je vous invite à aller regarder ce module magnifique. Tu peux peut-être en parler 2 secondes, d'ailleurs, qui est sur le stand. Alors effectivement sur le stand, ce qu'on a voulu montrer en fait, c'est la fabrication d'un module et de façon à ce qu'on soit pas sur la logique de module égale un logement ou égale un bungalow ou je sais pas trop quoi de ce qu'on pourrait avoir comme ancienne idée. Ce qu'on a souhaité faire en fait, c'est faire un module qui soit un module chambre parentale. Donc, dans lequel vous allez retrouver tout l'aménagement d'une chambre classique, d'un dressing, d'une salle d'eau. Avec ce module, il est arrivé comme ça directement de nos usines de Balbini. Il a été livré lundi, 100% fini. Donc l'ensemble de la plomberie, de l'électricité, du second œuvre qui a été fait en usine. Et ce module, ça illustre aussi ce qu'on cherche à faire chez GA, c'est-à-dire de travailler le maximum de la flexibilité, c'est-à-dire de mélanger de la 2D et de la 3D et d'être en capacité sur des éléments techniques, de les produire dans nos modules 3D, de compléter le logement avec de la 2D pour y réaliser des grands volumes ou des espaces non techniques. Et je confirme, ce module a été réalisé en 2 semaines. Le module a été réalisé Voilà. en 2 Efficacité, semaines. rentabilité. On a refait un deuxième Oui, module. on en a refait un deuxième. Puisque Voilà. le premier Mais ne passait pas par les portes. Allez, merci beaucoup, Sipka. Sophie. Hervé, alors je sais pas, ils m'ont tout mélangé. Écoutez, je suis vraiment désolée. Hervé Demeure, donc vous êtes directeur général de Continental Foncier. Moi, je vous ai découvert, en fait, voilà, vous communiquez pas forcément, mais c'est pas forcément les plus communicants qui sont les meilleurs et les plus efficaces. Et moi, j'ai aimé votre approche du logement bas carbone. Vous travaillez principalement avec des bailleurs sociaux. Ouais. Je suis allée vous voir, je suis même allée à votre rencontre dans l'Essonne. Vous êtes exposant sur le salon. Et il est écrit et affiché en gros quand on arrive sur votre stand, bas carbone depuis 2008. Depuis 2008. Depuis la création de Tout à l'entreprise. fait. Je vais vous raconter l'histoire de ce que l'on a fait depuis cette époque-là. Alors, si on arrive à passer voilà, c'est parfait. C'est pas de technicien avec moi. Donc en fait, à l'origine de la C'est un création de peu Continental dommage. Foncier en 2008, C'est il y, ça. a, il y a- il y a 3 constats que l'on a fait. Le premier constat qu'on a fait avec mon associé Alain Tricoche, c'était que le bâtiment évoluait peu. On était dans un mode technique relativement pauvre, peu d'évolution et une situation sociale assez dégradée, des chantiers finalement très pénibles, des conditions de travail peu agréables pour les opérateurs. Deuxième constat que l'on fait, c'est que le développement durable pointe le bout de son nez. On est à 1 an de la conférence de Copenhague. On parle développement durable, on parle réchauffement climatique un petit peu. On n'est pas encore trop dans les émissions de gaz à effet de serre. Enfin bon, ça commence à bouillonner un petit peu. Et puis, troisième constat, c'est que la construction bas carbone, comme on pourrait l'appeler maintenant, en fait, à l'époque, était surtout une démarche un peu élitiste, voire de prototype. Donc, il ne se passait pas grand-chose. L'image d'Épinal de la maison d'architecte magnifique sur les hauteurs de Meudon, c'était un peu l'image qu'on avait de la construction bois, notamment à l'époque. Donc, ce que l'on a fait, on s'est dit, on va quand même faire un peu bouger les lignes. Et on a fait bouger les lignes de 3 façons. D'abord, on a cherché à partir de 2009 une filière qui soit fiable et exemplaire. Donc on s'est tourné à ce moment-là vers la construction bois et ossature bois. Deuxième chose que l'on a faite, c'est qu'on a cherché des savoir-faire. Et là, très vite, ça c'est à partir de 2010, on s'est rendu compte que si les savoir-faire, ils étaient chez les industriels. Et là, je confirme complètement que la construction hors site est indispensable pour réussir une vraie démarche bas carbone. Et la troisième chose que l'on a fait, c'est qu'on a revu notre système de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est sorti du schéma classique du promoteur qui va aller confier la réalisation complète de l'ouvrage à des maîtres d'œuvre, etc. On s'est impliqué complètement dans la conception et dans la réalisation de nos opérations. Et c'est là qu'on nous est venu vers 2012 l'idée de devenir des ensembliers écologiques, comme on se définit un peu maintenant. Donc après, on a appliqué un certain nombre de principes. Les premiers principes, on les a fait par opposition à d'autres principes. Donc le premier principe, c'est qu'on a d'abord recherché de la simplicité, pas de la prouesse. C'est-à-dire qu'il nous semblait déjà à cette époque-là que les bâtiments les plus simples étaient probablement les plus efficaces d'un point de vue carbone. Le deuxième principe que l'on a mis en œuvre, c'est qu'on a privilégié la robustesse par rapport à la performance.
l'image du percheron par rapport au cheval de course. Et avec un percheron, on va très très loin en portant de lourdes charges. Avec un cheval de course, on va très rapidement sur une très courte distance avec une charge très légère. Donc ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de se dire qu'on devait rester sur ce principe de robustesse. L'exemple concret que l'on a maintenant de ce principe de robustesse, c'est qu'on a livré en 2012 un programme dans lequel on utilise les mêmes murs que maintenant. Et on était à l'époque en chauffage gaz parce qu'il fallait mettre du gaz. L'électricité était bannie de tout programme immobilier à ce moment-là. Et donc on a réétudié récemment ce projet et en remplaçant les chaudières gaz par des chaudières, par des packs. Et en fait, on est RE 2020, voire tendance RE 25 avec un niveau C2 pour le carbone, sur des bâtiments qui ont été livrés en 2012. Donc c'est ce principe de robustesse qui nous anime et qui nous semble que à long terme, c'est celui qui devra prévaloir dans la construction bas carbone. Et puis le troisième principe qui est le fondement de notre fonctionnement d'ensemblier, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à faire des travaux d'équipe dès la conception du bâtiment plutôt que de confier la responsabilité à une seule personne. Donc on n'aime pas les cavaliers seuls dans notre activité. Ensuite, il y a eu évidemment une démarche technique. La démarche technique, elle a commencé par une implication de notre part très importante dans la conception des bâtiments, avec les maîtres d'œuvre, avec les industriels, de manière à ce que le bâtiment soit le plus optimisé possible. Parce qu'on reste dans une logique de bâtiment abordable. On est dans un secteur décentré pour faire du logement social, donc on n'avait pas des capacités financières très importantes au niveau des coûts de construction. C'est important de le préciser, en effet. Voilà. La deuxième démarche qu'on a eue, c'était de nouer des partenariats très forts avec les industriels, avec les architectes, avec les bureaux d'études, avec les maîtres d'œuvre, de manière à capitaliser sur l'expérience acquise au fil du temps de tous ces intervenants. C'est primordial. Et dernier élément, et c'est là que se joue la clé du succès essentiellement, c'est dans le second œuvre. En fait, c'est facile. À partir du moment où on a appliqué ces deux démarches-là, c'est assez facile de réaliser une enveloppe sans trop de difficultés. Le problème, il est dans le second œuvre, où là, on a très peu d'entreprises suffisamment qualifiées pour comprendre le fonctionnement du hors-site, pour s'y intéresser et pour mettre les petits moyens supplémentaires qui sont nécessaires pour arriver à faire le succès de l'opération. Donc on s'est appliqué là, surtout depuis 2015, à former, à fidéliser les entreprises qui comprennent ce que l'on fait, avec des opérateurs qui comprennent ce qu'ils font et qui appliquent avec intelligence les principes qu'on essaye de mettre en œuvre dans notre chantier. C'est le plus difficile. La clé de la rentabilité et du caractère abordable, elle est surtout sur ce point-là. On n'y pense jamais. On se dit que la difficulté, elle est dans l'enveloppe. C'est pas vrai. La difficulté, elle est là. Alors vous misez beaucoup sur la sobriété, on en a beaucoup parlé, on va en parler aussi avec Marc Oppenheim tout à l'heure. Il y a aussi, sans vouloir interrompre aussi votre présentation, démarche projet, donc c'est extrêmement importante. On va s'appliquer sur les projets que l'on réalise à ce qu'on appelle l'ingénierie des territoires, c'est-à-dire que nous on opère dans les territoires détendus où tout projet, même déjà de 30 logements, devient quelque chose de très compliqué. Et l'objectif dans notre démarche, ce qu'on appelle d'ingénierie des territoires, c'est de travailler avec les riverains, avec les élus, avec des associations locales, de manière à faire adapter. Ça, je pense que c'est une démarche que de plus en plus tous les promoteurs font, tout simplement parce que derrière, il faut passer d'un projet imposé à un projet accepté, voire désiré. Et c'est cette notion de désir de la part de l'environnement du projet qui est extrêmement importante pour nous, pour que derrière, on arrive à avoir des projets qui soient réussis. Et puis, ça passe également par... en fait, ça ne sert à rien de faire des bâtiments et des logements bas carbone très performants si derrière on a un habitant qui ne sait pas utiliser son logement correctement. Ça a l'air idiot, mais en fait, très peu de gens le font, de dire aux gens comment est-ce que vous utilisez votre logement et on va vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser un peu mieux vos consommations et votre logement. C'est ce qu'on a trouvé d'intéressant d'ailleurs chez vous. Chez donc voilà, on fait assez régulièrement des études, des petites études pour voir comment se comportent les occupants. Alors avec des bailleurs sociaux, c'est assez facile parce que ils ont un lien avec leurs locataires. Et donc on met en test les consommations et puis après on va leur dire voilà, au lieu d'aller tripatouiller tous les radiateurs, regardez votre thermostat, ils ont une petite appli pour régler les volets roulants, donc en été faites-les descendre, ou en hiver quand vous repartez descendre les volants vous allez économiser, etc. Fermez les portes ou coupez les radiateurs, enfin tous ces petits gestes qu'on nous rabâche maintenant tous les jours du fait et que finalement voilà.
Donc ça, c'est élément extrêmement important. Donc la réponse globale qu'on a eue par rapport à toute cette démarche, c'est un... vous pouvez avancer, je sais pas, voilà. C'est un bâtiment, donc on a un peu la même démarche que vous chez GA Smart Building. C'est un bâtiment qu'on a appelé Kilivea, qu'on a développé pour les bailleurs sociaux et qui reprend tous les principes que j'ai évoqués précédemment. Donc c'est une conception qui est étage par étage. Donc en fait, on optimise complètement tout le process de fabrication industrielle puisque le client va faire un peu ses courses en disant voilà, je veux telle configuration, telle configuration. Ensuite, donc ce qui nous permet en usine d'avoir des éléments simples. On a une enveloppe unique et on a, comme l'expliquait tout à l'heure Sophie, des chantiers très rapides et sans nuisance puisque en général la durée moyenne d'un chantier est d'environ 12 mois pour 35 à 40 logements. Et on reconnaît la réalité bas carbone au travers des labels que l'on a maintenant et qui sont systématiques, le biosourcé, le BBCA et la RE 2020. Et là, on essaye de tendre vers le RE 2028. On pense que ça ne doit pas être trop compliqué encore d'arriver à ça. Voilà, j'ai quelques chiffres pour terminer. Donc on a créé l'entreprise en 2008. On a livré notre premier projet BBC en 2010. On a sur le bâtiment Kilivea livré déjà 14 000 m² habitables. On a un peu plus de 500 logements en portefeuille. Et on a fait une étude comparative sur un des derniers projets qu'on a livré d'une trentaine de logements pour se connaître l'impact bas carbone de ce projet par rapport à une construction brique déjà assez performante bas carbone. Et on a une économie de l'ordre de 4 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par logement en ne travaillant que sur les murs et les planchers. On s'est intéressé qu'aux murs et aux planchers parce que c'était les sujets qu'on maîtrisait le mieux dans l'analyse de cycle de vie. Et donc je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est bien, si c'est pas bien. Ça représente 12% d'économie d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à une construction brique à performance identique d'un point de vue thermique. Voilà un petit peu ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Hervé, bravo. Et concrètement, aujourd'hui, vous êtes un acteur, un promoteur, entre guillemets, incontournable sur les stands. En tout cas, vous êtes très demandé, Continental Foncier. Concrètement, on va droit au but. Aujourd'hui, on peut proposer du logement à bas carbone, abordable. Oui. On le voit. Et vos solutions, elles sont là. C'est à la fois un travail d'équipe, à la fois des principes simples. Sobriété, des principes simples. En effet. Et Sophie, donc, principalement vous sur l'Essonne, vous avez comme velléité de développement Île-de-France. Et puis le bâtiment Kilivea, il présente l'avantage de pouvoir déployer assez facilement partout. Ouais. Et, bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent effectivement à ce principe parce que si je devais faire une comparaison avec l'automobile, on fabrique beaucoup. Le bas carbone, c'est beaucoup actuellement de grosses berlines allemandes, mais il n'y a pas encore beaucoup de Zoé ou de Mégane. Et nous, on est plutôt... C'est dit avec beaucoup de modestie. Ça vous ressemble bien. Sophie, je ne vous ai pas posé la question. Cette nouvelle marque Logement GA, on vous connaît, on connaît la marque qui est présente sur voilà, tout le territoire français, enfin un peu partout. Cette marque Logement, idem. Aujourd'hui, vous avez des objectifs en termes de nombre de logements livrables, est-ce que stratégie déploiement sur le territoire, oui et non. Ouais. Voilà, en termes de territoire national, avec forcément une assise un peu forte sur les implantations historiques du groupe. Donc nous, on a la chance d'avoir des usines et des sièges dans quand même pas mal d'endroits. Donc globalement, un développement assez fort aujourd'hui sur l'Île-de-France, l'Occitanie, le Sud-Est, Lyon et le secteur de Colmar aussi avec une présence d'une usine. Très bien. Voilà. Et en termes de volume, on a la chance d'être industriel, donc d'avoir de très grosses capacités de production. Donc la limite, c'est mes équipes qui allons se la fixer en fonction de ce qu'on arrive à développer. D'accord. Mais c'est entendu par les élus. Oui, je pense que c'est entendu. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sophie. Marc Oppenheim, on ne présente plus, vous êtes donc directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Merci de vous être rejoint à ce sujet qui vous tient à cœur. On a préparé lors de la préparation de cette conférence, voilà, l'ADN commun que vous avez tous, c'est vraiment être dédié à ceux qui vont habiter vos lieux. Crédit Agricole Immobilier et donc la branche immobilière
du Crédit Agricole. Et vous disiez une chose très juste. Vous disiez que dans votre ADN, c'est vraiment accompagner. C'est l'accompagnement un peu... Ouais, je Voilà, pense c'était une autre manière de le dire, c'est l'ADN de notre groupe, c'est l'universalité. On a souvent coutume de dire entre collègues que le Crédit Agricole, c'est un peu la France. Ça peut paraître hyper orgueilleux, mais on est 180 000 en France, donc statistiquement, ça commence à être à peu près représentatif, en tout cas pour les sondages. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de coller à tous les clients sur tous les territoires, qui est un enjeu qui est très complexe quand on parle de logement, parce qu'il n'y a pas plus local que le logement. Et en même temps, les Français sont partout. Donc c'est ça notre enjeu. Et il y a de vrais problèmes de logement aujourd'hui. Ah oui. Et il faut y répondre. Il y a de vrais besoins. Ah oui, absolument. Marc Oppenheim, donc ça c'est l'ADN d'un groupe, c'est l'ADN du Crédit Agricole Immobilier. Concrètement, voilà, on n'est pas chimiste, on n'est pas des chimistes, mais on va aller droit au but aussi avec vous. On a parlé ensemble de financement, d'investissement. Le Crédit Agricole Immobilier aujourd'hui accompagne, et depuis toujours, d'ailleurs, vous le disiez, tous les habitants, tous les Français. C'est quoi votre méthode, c'est quoi votre recette à vous aujourd'hui pour pouvoir fournir assez de logements, du logement bas carbone, de la qualité et à un prix abordable? C'est le thème de notre conférence et je sais que vous savez le faire, sinon vous ne seriez pas sur ce plateau, qui plus est. J'ai vraiment pas de réponse simple. Voilà, je pense que c'est le point que j'avais envie de vous passer. C'est que c'est assez rare qu'on ait des réponses simples à des problèmes compliqués. Ça marche rarement. Et donc notre enjeu, et c'est ce qu'on essaye de pousser, c'est d'essayer de trouver la juste mesure. Alors, je vais prendre une métaphore un peu plus sportive qui est celle du surfeur. De ne pas être trop en avance sur la vague parce que ça ne marche pas et de ne pas être derrière parce qu'on coule. Et donc l'enjeu qu'on a pour le logement bas carbone, c'est de trouver le juste curseur entre l'expérimentation et le déploiement. On a tout ce problème. Là, on est dans un salon de pionniers. Hein. On voit des trucs absolument magnifiques au rez-de-chaussée. L'enjeu après, derrière, c'est sa capacité à être déployée à grande échelle. Et la grande échelle, nous, on est super contents sur le logement parce que cette année, on a intégré le top 14. Je suis assez rugby, donc ça me plaît beaucoup. Mais avant d'avoir un impact sur le bâti en France et sur le logement en France, il faudrait 200 ou 300 Crédit Agricole Immobilier. Ce n'est pas 14 places qu'il faut qu'on gagne, c'est qu'on fasse x10 avant d'avoir de l'impact réel. Et donc l'enjeu de la scalabilité, l'enjeu de la durabilité des solutions, l'enjeu de l'habitabilité. Parce que si on fait des logements dans lesquels les gens ne prennent pas plaisir 15 ans après à habiter dedans, alors que le bâtiment va durer plus que 15 ans, on ne sera pas au rendez-vous. Et donc la recette, nous, ce qu'on essaye, c'est d'essayer à peu près tout ce qui peut être essayé. On ne fait pas un pari sur une techno, une méthode constructive, une méthode de conception. On ne se spécialise pas dans une gamme en termes de sociologique d'habitation. On essaie d'ailleurs de mixer et d'avoir de plus en plus de programmes qui sont très hybrides dans leurs usages, parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher à ce stade-là du développement de nos techniques. Et donc peut-être que par rapport à des acteurs qui ont une expertise super pointue, on bosse souvent avec GA, on n'a pas encore bossé ensemble, mais il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Voilà. Il y a des gens qui ont une intuition sur un modèle constructif, sur une méthode de conception, sur certains matériaux, et ils deviennent des experts, et ils sont super, et on bosse avec eux. Nous, on est plutôt un assemblier de solutions, et on est obligé de s'adapter à toutes les situations en France et à tous les types d'habitants qui vont être en face, parce que c'est la réalité de notre clientèle. Donc voilà, c'est un peu notre sujet, c'est comment on arrive à être un peu à la fois testeur, mais on ne peut pas faire que tester, et pour aider, je dirais, à l'essor de ce qui commence à maturer. Très bien. On a en image, nous avez fourni quelques slides. Sophie, promis, on revient sur les beaux visuels de GA aussi après. On reviendra ensemble parce que voilà, il y a eu, pardon, tout c'était un peu mélangé au niveau des présentations. On voit ici Woody, un écoquartier à Melun.
Ouais, c'est top ça. Donc c'est à une échelle. Eh ben, parlez-nous concrètement, voilà. Oh, Allez, bah, on entre dans le déjà, c'est une concret belle des illustration réalisations. du temps long. On est dessus depuis presque 15 ans. Je pense qu'on aura fini dans une quinzaine d'années. Donc 30 ans pour développer un quartier, pour de vrai, qui est en plus un quartier avec une mixité sociale très très réelle, qui est en face d'une des zones en rue les plus dures d'Île-de-France, Voilà. et qui attire des publics d'absolument tous les horizons. Donc on est sur le temps long, on fait du développement de friches, et c'est de la vraie friche bien dure, dans lequel on a fait de l'urbanisme transitoire. On s'est même mis à planter du chanvre, qui n'est pas pour la consommation des quartiers juste à côté, du coup qui a donné lieu, avec des amis agriculteurs, on s'appelle le Crédit Agricole, hein, donc on a quand même une affinité avec les agriculteurs qui est très réelle. On s'est dit qu'il fallait faire émerger une filière chanvre pour l'usage dans le bâtiment. Donc on a commencé à bosser avec eux. Ça a fait sortir une usine de terre qui s'appelle Wallop, qui fait des murs préfabriqués pour utilisation dans le bâtiment, et qu'on a commencé à utiliser sur nos programmes. Donc là, on est vraiment dans le cycle complet. Voilà, qui sont On sait exposants pas, aussi. on ne sait pas quelle ampleur ça prendra. On leur souhaite évidemment plein de bonnes choses, on les accompagne. On ne fera pas à Paris, on ne va pas faire du tout chanvre. Pas plus qu'on ne fera pas du tout bois ou du tout pierre dans circuit court. On teste tout. Et on fait essayer d'éclore ce qui va marcher. Et après, la nature jouera son œuvre. On croit beaucoup à la nature. À quelle échelle cet écoquartier Je crois qu'à terme, il y aura, il me faut un peu d'aide, 5 ou 6 000 logements, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quand même. En effet, Quand on l'aura fini. c'est énorme. Regardez un petit peu, si vous voulez, la résidence étudiante de Noisiel. Bien sûr, Ouais. hein, on est sur des réalisations bas carbone. Ça va être. Ah oui, on est adhérent de Baccarat, de BBC Oui, hein. depuis le tout Voilà. début. Ouais, c'est Voilà. vrai. Donc, et on essaye. Et on essaye de faire sortir des choses. Et une fois qu'on voit que ça marche, on essaye d'accompagner la mise à l'échelle. Je pense que c'est un sujet que tu as pu aborder tout à l'heure, le sujet de la mise à l'échelle. Il va jouer sur le côté abordable. On sait très bien que c'est par la grande série, par la répétibilité, qu'on va faire baisser des coûts unitaires qui, quand on est sur un proto, sont élevés. Par construction, c'est vrai dans toutes les industries. Moi, quand je suis rentré dans cette industrie il y a quelques années, on m'expliquait que c'était pas pareil qu'ailleurs. Enfin, c'est ma troisième industrie, à chaque fois on dit ça. La réalité, c'est que si on est dans des projets où chaque fois on réinvente tout pour construire un nouveau bâtiment, on ne fera jamais d'économie d'échelle. Même s'il faut s'adapter au terrain, même s'il faut s'adapter à la morphologie des environnants. C'est juste pas possible. Et donc on est dans tout, on est dans les filières, parce que je prenais le bois, hein, le bois on est collectivement en tant que pays en situation d'échec. Hein. On est le premier pays de sylviculture et on n'arrive pas à fournir le bois pour nos bâtiments, et puis après on ne sait même pas l'assembler à l'échelle pour ce qu'il faudrait fournir si jamais on devait construire 100 000 ou 150 000 logements bois par an. À l'échelle, aujourd'hui, on n'a pas l'outil industriel qui va de... Si, on a les forêts. Le reste, on ne sait pas organiser encore. Donc on essaye de pousser à ça. Sophie, vous êtes du même avis, Sophie, je vois. 150 000 par Ouais, an, on a parce un que peu de quelqu'un chemin dit quand même. Tu civilisation. vois. Oui et non. Ouais, Je suis du même avis dans le sens où effectivement, nous ce qu'on constate c'est que quand même le fait de pousser le bois a fait aussi les filières s'organiser. Bien sûr. Et si je parle d'Ossabois, où je pense qu'il y a encore 5 ans, Ossabois n'aurait pas pu nous garantir de faire 100% de sa production avec du bois français. Aujourd'hui, on a la capacité de répondre très facilement en disant on fait 100% de notre production avec du bois français, à partir du moment où on a la demande. Donc il y a C'est quand la même poule des et l'œuf, filières qui se sont organisées, des filières qui se sont organisées parce que la demande était là et donc du coup il a fallu y répondre. Et ensuite, je pense aussi qu'on a un travail à faire, et moi c'est le travail que j'ai découvert en arrivant chez GA, un travail à faire d'optimiser la matière que l'on utilise dans nos bâtiments.
Et je pense que pendant longtemps, on a construit en béton, on a coulé des voiles en béton. Ensuite, on s'est dit on va remplacer le béton par le bois parce qu'on a des aménageurs qui nous ont demandé d'avoir des kilos de bois dans nos bâtiments. Donc en fait, on a fait du bois massif dans des endroits où il n'y avait pas besoin d'avoir cette réponse-là, au même titre qu'il n'y avait pas besoin d'un voile en béton. Donc en fait, pourquoi moi je pousse le sujet de l'industrialisation? Parce que je pense que le fait de remettre dans des usines en France une partie de l'acte de construire nous ramènera quand même une vraie capacité de production dans des délais raisonnables et avec une bonne qualité. Et que aujourd'hui, quand on parle d'industrialisation, l'industrialisation, son coût premier, c'est la matière première. Donc ça veut dire qu'on remet des gens dans des conditions de travail qui sont de bonnes conditions de travail, qui sont dans des usines au propre, avec de la chaleur. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont payés plus cher que sur des chantiers. Et donc pour réussir à retrouver un équilibre, le travail, il est fait sur l'optimisation de la matière et sur la conception. Tu parlais tout à l'heure de toute la notion de conception. On ne conçoit plus un immeuble qui est fait en hors-site ou qui est fait en structure bois, on ne le conçoit plus en chantier. Alors qu'avant, en chantier, on pouvait encore voir des choses s'ajuster en chantier et être en train de faire du gros œuvre au 4e étage, alors qu'il y a des corps d'État qui sont en train de travailler au 1er. Donc en fait, on ne fait rien de qualitatif quand on fait ça. Donc moi, ce que j'ai remarqué en allant chez Ossabois, par exemple, c'est de se rendre compte finalement de la faible utilisation et du faible besoin de bois in fine qu'il y avait, parce que le premier travail qui est fait dans l'industrie, c'est on optimise la matière, on optimise, on optimise, on optimise. Et une fois qu'on a optimisé cette matière, on réfléchit à quelle est la meilleure matière. J'ai eu le cas récemment sur un programme qu'on a dans le sud de la France, où j'ai mon directeur technique qui est arrivé et qui m'a dit Sophie, j'ai varianté, on avait mis un plancher bois, je l'ai changé, j'ai mis un plancher en béton bas carbone parce qu'on a une usine qui est à 1 km et que finalement quand j'ai fait le complexe complet, je me suis rendu compte qu'avec l'usine qui était à 1 km avec nos bétons bas carbone, on était meilleur. Et en fait ça c'est un deuxième un peu coup de gueule, mais c'est exactement ce que tu disais aussi sur le fait d'aller sur les trucs, c'est arrêtons d'opposer les filières. Ça fait des années où on se dit moi je suis bois donc je suis meilleur que le voisin qui est béton et je suis meilleur que l'autre qui est en pierre. Non, c'est pas vrai. Ça, j'y souscris pleinement. T'es d'accord? Donc la monoculture, c'est voilà, la monoculture, c'est pas le bon choix. Et il y a des endroits où la pierre c'est efficace pour telle raison, il y a des endroits où le béton on en a besoin pour des grandes portées ou autres, il y a des endroits où le CLT, si on parle de détail de bois, on en a besoin pour des grandes hauteurs, pour des grandes portées, on n'en a pas besoin pour faire un R+2, on a besoin d'ossature. Voilà. Donc c'est réfléchissons intelligemment, à pas effectivement rester dans notre petit cocon, mais à se dire les filières, abattons un peu le sujet des filières, réfléchissons réellement à quel est l'impact de ce qu'on est en train de construire et commençons déjà par économiser de la matière avant de se dire qu'on va mettre du poids de bois. Et on commence à voir les premiers aménageurs qui font ça. Hein. Les premiers, c'est Grand Paris Aménagement. Enfin, moi, c'est les premiers que j'ai vus réellement dans leur cahier des charges commencer à nous faire travailler sur la réduction de matière avant de nous imposer des poids de bois. Et je vous dis ça alors que j'ai Ossabois. Hein. Oui. Donc, voilà. Hervé, c'est aussi, si votre avis, vous travaillez beaucoup très en amont avec les territoires et les aménageurs. C'est ce qu'on évoque là avec Marc Oppenheim et Sophie Ménès. Oui, je suis 100% d'accord. L'industrialisation du bâtiment, c'est pas une découverte française. C'est une tendance qui est mondiale et irréversible. Je pense que y a un rapport qui est paru l'an dernier là-dessus et qui est extrêmement clair sur le sujet. Et donc vouloir que toutes les filières ont leur avenir, mais effectivement la filière industrielle doit se développer. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit en retard, mais je n'ai pas le sentiment qu'on soit en avance non plus, et donc je partage tout à fait le sentiment de mes deux camarades, d'autant plus qu'effectivement nous on mixe aussi le béton avec le bois. Tous nos planchers d'étage sont faits avec des chapes béton, tout simplement parce que c'est le matériau le plus simple et le plus efficace pour réaliser tenir aux objectifs notamment acoustiques dans les bâtiments. En plus ça apporte de l'inertie, donc c'est parfait. On n'a aucun complexe à mixer effectivement les filières. C'est le cas aussi du Crédit Agricole oui, Immobilier. Je voulais moi rebondir sur un propos d'Hervé tout à l'heure, oui. Puisqu'on parle de logement abordable. On est souvent très focalisé sur l'acte constructif. Et c'est vraiment une nuance que tu as abordée tout à l'heure et qui nous tient particulièrement à cœur. En fait, une partie du coût et une partie du bilan carbone au passage, c'est l'exploitation du bâtiment, c'est ce que les gens vont en faire.
Et donc nous, on réfléchit beaucoup à comment on arrive à faire de la proposition. On a la chance, au passage, d'être un petit acteur financier. À l'usage derrière, c'est-à-dire comment on va arriver à apporter des solutions vie durant pour maîtriser le budget logement du ménage, qu'il soit acquéreur ou qu'il soit locataire. Et donc ça fait partie des sujets qui sont les sujets qu'on travaille en ce moment. Parce que si on livre un truc qui est pas trop cher à l'achat, et qu'il est très très cher et très gourmand derrière, et pas forcément qu'en énergie, hein, de manière générale, ben, on n'aura pas gagné la bataille du logement abordable. Et donc les bailleurs sociaux sont hyper sensibles à ça. C'est un peu moins le cas des familles. Et nous, ça fait partie vraiment des axes pour les prochaines années sur lesquels on a commencé à réfléchir et à trouver des solutions. Ce que fait Continental Foncier, déjà, c'est que vous accompagnez vraiment. Il y a beaucoup de pédagogie faite dans l'exploitation justement du logement et autres. Déjà, on fait en sorte que ça soit le plus simple possible. Oui. C'est-à-dire qu'on s'attache à avoir des équipements simples. On n'hésite pas à faire du chauffage électrique avec des convecteurs de base. L'enveloppe permet d'optimiser complètement les consommations énergétiques. Donc, il n'y a rien de plus simple à utiliser qu'un radiateur électrique. Il n'y a rien de plus simple à remplacer à un faible coût. Parce que, et ça, c'est l'élément extrêmement important. Et le bilan carbone, il est là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de remplacer un radiateur électrique qu'une pompe à chaleur. Et comme c'est beaucoup plus simple à utiliser. Je peux vous livrer une petite expérience personnelle qui est une anecdote que j'ai vécue il y a 5 ou 6 ans, où j'étais allé voir un peu quelles étaient les tendances au CES à Las Vegas pour la temple de l'électronique de grande consommation. Et la grande mode, il y a 6 ans ou 7 ans, c'est toujours la grande mode, c'était la domotique, l'automatisation et l'intelligence dans le bâtiment. Ça n'a pas trop faibli, on en parle beaucoup. C'est pas le thème du salon, mais dans d'autres salons, on en parle beaucoup. Et je me rappelle une conversation que j'avais eue avec un équipementier qui faisait des interrupteurs intelligents, justement pour économiser de la lumière, etc. Et je lui avais posé une question très simple, parce que des fois je suis un peu basique, en utilisant un acronyme américain qui est le MTBF, qui est le Mean Time Between Failure, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le switch marche plus. Sur un interrupteur électrique, c'est 17 ans. Sur un interrupteur qui a de l'électronique, quelle qu'elle soit la plus simple, c'est 3. Puis la deuxième question que je lui ai posée, c'est quelle est la durée du cycle de vie de votre produit ? Il était très fier de me dire qu'il changeait sa gamme tous les 18 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où on passe la commande et le moment où on l'installe, il est déjà périmé. Je lui ai dit, on verra dans 5 ans, j'y retourne l'année prochaine, on va voir ce que ça donne. Formidable. Mais ces sujets-là sont des sujets pour nous. Un bâtiment, c'est fait pour durer. Si c'est pas robuste, j'adore l'expression d'Hervé, si c'est pas robuste, ça le fera pas dans la vraie vie derrière. Je crois que vous êtes bien d'accord tous les trois sur ce sujet, en effet. Sophie, merci, parce que c'est vrai qu'opposer les filières aujourd'hui dans cet objectif commun, dans cette urgence, ici au CIPCA, on n'oppose pas les filières. Le bois a une place prépondérante, certes, avec un pavillon bois, avec de nombreux acteurs, mais on a aussi du béton bas carbone. On les a acceptés. Vous savez que voilà, vous avez tous candidaté pour être présents sur, en tout cas exposants sur ce salon. On a du béton bas carbone démontré, on a de la pierre, on a de la terre, on a de l'acier bas carbone avec ArcelorMittal, du chanvre également. Aussi. Voilà, donc bon, c'est vrai, voilà. On n'oppose pas les filières. En revanche, il y a une chose, une question, et quand on a préparé cette conférence tous ensemble, et là je m'adresse aux élus, mais on va faire vite, et s'il y a des questions, on les posera, si vous le voulez bien, au Speaker Lounge, parce qu'il y a d'autres conférences qui attendent derrière. Je me place voilà, dans la peau d'une personne lambda. Je regarde et j'observe ce qui se passe. Il y a des vrais besoins en termes de logement. J'ai ici avec moi 3 promoteurs immobiliers qui sont capables de faire bien, vite, accessible. Est-ce qu'il y a des choses à simplifier aujourd'hui ? Des choses peut-être administratives. Quel message vous pourriez passer peut-être aux élus si on va encore une fois droit au but?
On a préparé un petit peu ces questions ensemble, mais c'est vrai que vous aviez des remarques pertinentes. Il y a peut-être un moyen d'aller encore plus vite et de faire encore mieux. Hervé, vous voulez peut-être... Oui, moi j'ai deux sujets. Il y a la ZAN qui s'est mise en place l'an dernier, qui est quelque chose que je trouve évidemment indispensable à faire. Donc on a sanctuarisé, en fait, on sanctuarise la plus grande partie du territoire national et je pense que la contrepartie qui me semble absolument évidente, mais qui est absolument pas évidente pour beaucoup de gens, c'est que les terrains qui sont déclarés constructibles, ce qui serait bien, c'est qu'ils soient constructibles. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre des servitudes en permanence, qu'elles soient archéologiques, patrimoniales, environnementales. C'est-à-dire que quand on a décidé qu'un terrain est constructible, on ne se préoccupe plus d'environnement. C'est-à-dire qu'on a décidé que de toute façon, on n'aurait pas forcément de biodiversité à défendre, etc. Donc on arrête de nous soumettre des études d'impact et tout ce genre de choses qui nous font perdre un temps fou. C'est un choix. Si on sanctuarise, on sanctuarise. Si on ne sanctuarise pas, on ne sanctuarise pas. Mais dans tous les cas, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que là, j'en ai cruellement souffert sur les 2 dernières années. C'est le process des recours. Je pense qu'en fait, on devrait inverser le process du recours contentieux ou gracieux, c'est-à-dire qu'on devrait afficher le dépôt du permis de construire et à partir de ce moment-là, le dossier doit être consultable dans les mairies et les gens qui souhaitent s'y opposer ou amener des éléments nouveaux puissent le faire avant que le permis soit délivré. Ça ne nous ferait pas perdre plus de temps, mais je pense que ça limiterait un grand nombre de recours contentieux, voire de recours mafieux. Et en tous les cas, les personnes qui décideraient d'aller beaucoup plus loin ensuite auraient, je pense, à le faire un petit peu plus à leurs risques et périls. Parce qu'on perd un temps fou avec ça et c'est extrêmement dommageable. Et le bilan carbone d'un recours contentieux, je pense, doit être absolument catastrophique. Exactement. Marc, peut-être? Est-ce que... Je pense que le sujet principal, c'est d'aligner les intérêts. C'est-à-dire que je pense qu'on a un défi démocratique profond. Tous les 10 ans, on rajoute 1 million de mal logés en plus. C'est simple, hein, on construit moins aujourd'hui que la démographie. Donc il y a un moment, ça va finir par exploser. Hein. Et ça fait un moment que ça dure. En gros, ça dure depuis 86, 87. Pourquoi ? Juste un petit rappel de mathématiques pour ceux qui en ont fait. Il y a peut-être quelques ingénieurs dans la salle qui ont fait de la recherche op. Dans un système complexe, la somme des optimums locaux ne fait pas l'optimum collectif du système. L'État signait tout, plus ou moins bien, a donné sa signature à 36 000 élus profondément respectueux de la volonté de leurs administrés, et on ne construit pas assez pour les Français. Alors que chaque maire a fait son boulot et on ne peut pas préjuger qu'il l'ait mal fait. Donc ça ne marche pas. Et donc il faut retrouver un alignement collectif qui permet de loger nos concitoyens. Donc c'est vraiment là où on a quelque chose à faire pour réaligner les intérêts. On a des tas d'acteurs dans l'écosystème du logement, les promoteurs en font partie. Si l'ensemble des acteurs ne sont pas alignés sur les besoins du pays, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et vous parliez, quand on a préparé aussi, Marc, cette conférence ensemble, vous parliez d'une marque de confiance. Il faut se faire confiance, et c'est comme dans tout. Hein, c'est ça. Mais c'est le sujet quand je parle de l'alignement des intérêts. Ouais. L'alignement, il doit se faire en plus dans le temps. Parce que si on travaille one shot, opération par opération, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, il faut bien avancer pas par pas, mais si on fait que des opérations qui sont unitaires, c'est pas bon ni pour les coûts de construction, ni pour la courbe d'apprentissage, ni pour la confiance et la relation créée. Donc on a vraiment un alignement de notre système collectif sur lequel il faut qu'on travaille. Je pense qu'une partie de la profession, et on en fait probablement tous les trois avec ce qu'on a dit, tout à fait partie, sont conscients de ce devoir civique, en plus de notre devoir d'entrepreneur. Je pense qu'on a besoin, avec la communauté des élus, de trouver cet alignement qui permet de loger les Français, parce qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Très bien. Sophie ? Wow. Des choses à améliorer. Ah mais c'est le Crédit Agricole, c'est la proximité. Banque de proximité, au départ, promotion immobilière, et
C'est ça. C'est ça. Alors moi, de façon un peu plus terre à terre, j'aurais dit. Il en faut aussi. On ose. Un peu comme tu le disais, Hervé, je pense que, moi, j'interviens la semaine prochaine sur la problématique de la disponibilité des fonciers. Et ça fait des années qu'on parle de disponibilité des fonciers, mais effectivement, il y a toujours un problème. Et en particulier des fonciers de l'État, des fonciers de la SNCF, de tous les grands porteurs fonciers, où on découvre toujours quelque chose qui met 10 ans pour pouvoir sortir une opération. Donc ça, c'est... je trouve que quand on est dans un système d'urgence comme aujourd'hui, qu'on ne se dise pas qu'on est en capacité de mobiliser plus facilement du foncier, c'est quand même assez incroyable. Après, le deuxième élément... alors c'est vrai que je rejoins beaucoup ce que tu disais, les recours forcément. C'est tous les jours, on se pose quand même beaucoup de questions et on met énormément de temps à préparer nos projets aussi par rapport au risque de recours, donc de simplifier au maximum les choses. Et puis ensuite, tu parlais de confiance, Feriel. Moi, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les promoteurs ont cassé la confiance avec leurs élus. Donc, on est juste en train de récolter ce qu'on a semé. Donc maintenant, alors pas nous bien sûr. Hein, non, pas vous, mais non. Mais je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de démontrer qu'on a capacité à faire, qu'on a capacité à produire, qu'on a capacité à remettre de la matière grise dans nos équipes. Et je me souviens d'avoir fait une interview avec toi, avec quelqu'un qui parlait aussi de formation. Et globalement, on nous forme pas à être promoteur immobilier. On nous forme à être ingénieur dans le bâtiment, on nous forme à vendre des logements, mais on ne nous forme pas du tout à faire le travail qu'on fait aujourd'hui. Et globalement, on voit une profession qui se démultiplie avec tout et n'importe qui peut devenir promoteur immobilier du jour au lendemain. Et je pense que c'est des vraies compétences, c'est des vraies garanties. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Et si c'était mieux encadré, on récolterait aussi peut-être un peu moins de mauvais fruits. Voilà. Alors tout ça, tout ce qui est dit n'est pas du tout dans le sens de la critique, au contraire. C'est toujours pour aller encore plus de l'avant et surtout pour pouvoir répondre à un vrai besoin en termes de logement qui est là. Les territoires en ont besoin. Il faut en faire. Et on sent, voilà. En tout cas, merci à vous trois. Merci Feriel. La proximité, mais ça c'est forcément, hein, c'est la ligne éditoriale et la vraie ligne, le vrai ADN du Crédit Agricole. La proximité aussi et l'adaptabilité de Rouge. Cette marque logement, encore une fois, que je vous invite à aller découvrir sur le stand de une visite là-dessus, de GA, Crédit Agricole Immobilier. Vous êtes également exposant et n'hésitez pas à aller poser vos questions, aller à la rencontre de nos speakers. Et Continental Foncier également, vous êtes présent sur le stand. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vous rater avec cette pancarte lumineuse. On le redit, bas carbone depuis 2008. Depuis 2008, en effet. Merci, merci à vous trois. Merci beaucoup. Feriel. Et merci à tous.